Bonjour à tous et à toutes. La guerre en Iran est entrée dans le 2e mois. C'est un acteur inattendu qui tente de s'imposer comme intermédiaire privilégié entre Téhéran et Washington. Le Pakistan. En effet, le dimanche 29 mars, Islamabad a déclaré être prêt à accueillir des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran après avoir fait la navette entre les deux parties durant plusieurs jours. Puis, le mercredi 1er avril, avec la Chine, le Pakistan a proposé un plan de 5 points afin de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Le Pakistan pourrait-il jouer le rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran? RFI en vietnamien pose des questions à Didier Chaudet, géopolitologue, chercheur rattaché à l'Observatoire de la Nouvelle-Eurasie, spécialiste du monde persanophone, Afghanistan, Iran, Tadjikistan et de l'Asie du Sud, du Pakistan et du monde himalayen notamment. Bonjour Didier Chaudet, merci de nous avoir accordé cet entretien. Pour ma première question, n'est-ce pas la première fois que le Pakistan est sollicité par les Américains dans un rôle de médiateur et pourquoi choisir spécialement le Pakistan comme intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis? Exactement. En fait, le travail du Pakistan comme intermédiaire, c'est quand même une longue histoire parce qu'en fait, on retrouve déjà un travail d'intermédiaire de la part du Pakistan entre les États-Unis et la Chine. Dans le courant des années 70, le rapprochement Chine-États-Unis contre l'Union soviétique, ça s'est fait notamment avec le soutien du Pakistan. Par la suite, c'est par le biais du Pakistan que les Américains ont pu mener à bien leur politique en Afghanistan dans les années 80. Puis, plus récemment, vous regardez le processus de paix qui avait commencé à se faire à l'époque de la première administration Trump avec les talibans. Là encore, les Pakistanais avaient été très actifs. Mais pourquoi une implication maintenant? Parce qu'en fait, le Pakistan est un des rares pays à avoir énormément de cartes en main face à l'administration Trump et face au régime actuel en Iran. Déjà, le Pakistan, c'est le 2e pays en termes de population à avoir le plus de musulmans chiites au monde. Vous avez d'abord l'Iran et ensuite le Pakistan. Par ailleurs, le Pakistan a su créer de très bons liens avec l'administration Trump. L'administration Trump s'est gré au Pakistan de lui avoir donné 2 victoires en fait. C'est le Pakistan a arrêté le djihadiste qui avait organisé l'attaque terroriste contre l'ambassade des États-Unis en Afghanistan au moment du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Et le Pakistan a bien mis en avant l'importance de l'implication américaine pour cesser les tensions entre Pakistan et Inde courant de 2025. Donc en fait, à chaque fois, le Pakistan s'est positionné d'une façon qui ne pouvait que plaire à l'administration Trump, mais en même temps, il y a ces liens historiques, ces liens humains avec l'Iran par sa population chiite. À côté de ça, le Pakistan n'est pas vu comme un pays aligné sur les États-Unis et encore moins sur Israël parce que le Pakistan ne reconnaît pas Israël. Donc le Téhéran peut avoir le sentiment de pouvoir faire un peu plus confiance au Pakistan. Par ailleurs, il n'y a pas de base américaine, contrairement aux pays du Golfe, au Pakistan. Donc il y a la possibilité de pouvoir parler beaucoup plus facilement pour les Iraniens aux Pakistanais. L'administration de Trump est aussi à l'aise dans son rapport au Pakistan, notamment au côté militaire du Pakistan. Donc en fait, c'est le pays qui peut faire le lien avec Téhéran et avec Washington le plus facilement, de la façon la plus fluide. Et pour le Pakistan, dans cette affaire, quel est
l'intérêt et quel est le risque éventuel d'accepter de jouer ce rôle? En fait, le besoin, je dirais même qu'il y avait un besoin de la part du Pakistan de s'impliquer de toute façon. Le Pakistan est voisin de l'Iran, il partage une frontière d'à peu près 900 kilomètres. Ils partagent un problème commun qui est l'irrédentisme séparatiste baloutche. Il y a une population baloutche qu'on retrouve en Iran, en Afghanistan et au Pakistan. Et il y a des mouvements séparatistes qui passent la frontière assez régulièrement, qui ont créé des problèmes par le passé entre l'Iran et le Pakistan. Donc si l'Iran demain s'écroule, c'est le risque de voir un baloutchisme tant parti indépendant ou pire encore le chaos apparaître aux frontières du Pakistan. Le Pakistan est dépendant aussi de ressources énergétiques venant du détroit d'Ormuz. Donc le Pakistan a besoin que les choses se stabilisent dans la région du Golfe Persique très vite. Depuis 2 semaines au moins, vous avez une augmentation du diesel au Pakistan de 20%. Les gens qui travaillent dans le service public au Pakistan sont appelés à ne travailler que 4 jours par semaine pour encore une fois rationner l'énergie, rationner le fuel. Donc en fait, le Pakistan ne veut pas le chaos à ses frontières et le Pakistan veut un retour, plus ou moins un retour à la normale pour ses propres besoins énergétiques. Maintenant, quand on parle de risque, vous savez, en fait, le risque au pire, c'est que cela ne marche pas et que ils ne réussissent pas à avoir une influence dans la stabilisation ou dans un retour à la paix. Mais en fait, c'est un risque relativement limité. On ne pourra pas en vouloir au Pakistan de ne pas avoir réussi à apaiser les tensions entre Américains et Iraniens, d'autant plus qu'il sera toujours facile pour le Pakistan de dire il y avait une carte joker qu'on ne maîtrisait pas, que personne ne maîtrise. C'est Israël qui a ses propres intérêts dans sa guerre contre l'Iran. Et là-dessus, il n'y a que les Américains qui peuvent peser sur leur allié israélien. Si Trump ne réussit pas, on n'en voudra pas à Islamabad de ne pas réussir là où Trump ne réussit pas. En fait, les médias américains citent le nom du chef de l'armée pakistanaise, c'est le maréchal Asim Munir, comme intermédiaire discret entre Trump et l'Iran. Selon vous, quel est le rôle exact de M. Munir dans ce jeu diplomatique entre l'Amérique et l'Iran? Aujourd'hui, l'armée, comme traditionnellement, mais plus encore depuis l'arrestation d'Imran Khan, qui était vraiment le leader populiste qui voulait changer un peu la donne, qui voulait renverser un petit peu cette influence de l'armée au Pakistan depuis qu'il a été mis en prison. Quand Mounir, c'est le vrai pouvoir au Pakistan. C'est la force de stabilisation, c'est la voie diplomatique sur les sujets clés. Et en effet, il a su créer un lien particulier avec l'administration Trump. Il semblerait que sa façon de gérer la guerre face à l'Inde, qui est supposée avoir des forces bien supérieures, et de fait, matériellement, l'Inde a plus de moyens militaires que le Pakistan, et malgré tout, lors des tensions de 2025, on a vu le Pakistan bien résister, et c'est quelque chose qui a été remarqué à Washington. Et ensuite, les liens qui ont été créés directement entre Mounir et Trump semblent avoir véritablement pesé. On est face à une administration où le rapport de personne à personne compte beaucoup. L'administration Trump a une tendance à bien aimer les hommes forts, et face à Mounir, elle est face à une véritable force. Il a été compris que parler à l'armée, c'est parler aux forces profondes qui organisent et qui contrôlent le Pakistan. Donc c'est le genre de choses qui plaît aussi du côté de l'administration de Trump, se tourner vers les authentiques sources de pouvoir. Oui, d'accord. Et on voit aussi que le Pakistan, c'est un allié très proche de la Chine du point de vue économique et militaire. Est-ce que la Chine tient un rôle secret peut-être dans cette affaire ou non? Je n'irai pas jusqu'à voir un rôle secret directement, mais de fait, vous avez eu la rencontre des ministres des Affaires étrangères
égyptiens, pakistanais, saoudiens, Mm. turcs à Islamabad. Mm. Et après, il semblerait que ce soit, non, c'est d'ailleurs aujourd'hui même, vous avez une délégation pakistanaise qui est allée à Pékin très clairement pour expliquer les discussions, où ça en était, pour mettre au moins la Chine au courant. Mm. Donc, je ne parlerai pas d'un plan secret, mais en fait, c'est une autre force du Pakistan dans le rapport à l'Iran et aux États-Unis. Ils peuvent parler à la Chine et ils peuvent se faire entendre de la Chine. Donc, il ne serait pas impossible de voir sur le tard la Chine arriver pour donner un soutien supplémentaire à un processus de paix. Parce que pour l'instant, si on met juste les États-Unis et l'Iran l'un en face de l'autre, la confiance est nulle. Du côté des Iraniens, on se dit qu'on a parlé 2 fois à l'administration Trump et 2 fois on a été trahi en 2025 et en 2026. Il y a encore une fois la carte de joker israélienne qui semble mener sa propre guerre et l'administration Trump ne donne pas l'impression de pouvoir réguler son allié. Et il ne faut pas oublier que la première administration de Trump est celle qui a déchiré le traité sur le nucléaire iranien qui avait été signé par l'administration Obama. Mm. Donc du côté de Téhéran, on a besoin de ressentir une véritable implication autre que celle des États-Unis pour penser que la paix soit possible. Et là, une influence discrète de la Chine sur la fin pourrait être possible, Mm. mais on n'en est pas encore là. On est dans un processus de discussion et là encore, les Pakistanais, à mon avis, font un travail de lobbying et passent les informations d'un pays à un autre. Oui, ma dernière question, c'est que quelle est la réaction de l'Inde, le pays qui entretient une relation très tendue avec le Pakistan? En fait, l'Inde, là-dessus, l'Inde a une relation difficile avec l'administration Trump, mais semble avoir fait le choix de rester alignée sur Washington. Mm. Ça va faire depuis 2021 que il y avait une vieille amitié irano-indienne, mais cette amitié s'est étiolée et depuis 2021, il a souvent été mis en avant à Téhéran que l'Inde était un ami qui avait déçu, qui avait décidé de choisir Washington plutôt que Téhéran. Et le voyage récent de Narendra Modi en Israël, affirmant que l'Inde s'alignait totalement et soutenait totalement Israël, a donné le sentiment aux Iraniens que en fait leur ami historique n'était plus leur ami. Est-ce que l'Inde pouvait faire autrement? C'est assez difficile parce qu'elle avait aussi besoin, elle a non seulement une relation très forte avec Israël, mais elle a un lien très fort avec les pays du Golfe, lien économique et lien diplomatique. Pays du Golfe qui aujourd'hui reçoivent les missiles, se sont bombardés par les missiles iraniens. Donc en fait, l'Inde semble avoir fait le choix d'Israël et des pays du Golfe face à l'Iran, abandonnant par de la même manière des intérêts importants en Iran. Le rêve indien à l'origine, c'était de pouvoir s'appuyer sur l'Iran pour pouvoir contourner le Pakistan et pour pouvoir faire la connexion avec l'Asie centrale, avec la Russie. Et dans la situation actuelle, ça n'est plus possible. Mais du coup, par ce choix, ils se sont mis un petit peu hors jeu dans le règlement du conflit. On est dans une situation très particulière à New Delhi où en fait il y a eu énormément de pression de la part de Trump pour que le lien entre la Russie et l'Inde soit coupé, notamment sur la question sur la question du pétrole. L'Inde semble s'être exécutée, elle s'est déjà exécutée par rapport à la question iranienne, mais de fait, à mon sens, il y a un vrai débat à New Delhi qui n'est pas encore totalement réglé. C'est est-ce que c'est une bonne idée de suivre de cette façon les États-Unis ou est-ce qu'il faudrait pas penser une politique plus équilibrée? Parce qu'en effet, pour l'instant, on est dans une situation assez paradoxale qu'en Asie du Sud, la puissance qui compte par rapport à ce conflit, ça n'est pas l'Inde, qui est pourtant une grande puissance potentielle, mais le Pakistan, son ennemi. Donc, donc la situation actuelle pour l'Inde, c'est plus l'attente face à une situation dans laquelle les Indiens n'ont pas une véritable influence, hélas pour eux. Merci infiniment de votre décryptage.